Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Le crypto Fear and Greed 27, toujours dans la peur, ce sell index, on revient pas dessus puisque il est bloqué depuis très longtemps, le pauvre, sur Up et Market Order Flow. Ce matin 9h que j'enregistre l'émission qui est sur une totale neutralité. On voit que les murs vendeurs ont disparu. Je pense là aussi que c'est un peu buggé. Sur le Bitcoin Index en données journalières, c'est de toute beauté. La lagging span, système Ishimoku, s'accroche à la SSB. Lagging span face à une SSB, c'est le dernier rempart, c'est le dernier garant, il n'y a plus rien après. Donc, ce qui montre bien que la séance d'hier était la dernière chance. On brise le plus bas d'hier, c'est fini. On confirme que le support tient. Et ça repart. Et ça repart donc, ouais bien, ça peut repartir. Et il se trouve que, ah là là, tous les mauvais sentiments sont effacés et que, une fois de plus, les bears ont vendu le bottom dans cette zone sub 40 000 qui est a priori une zone où les vendeurs ont du mal à se pointer et en tout cas à y aller fort. Donc pour aujourd'hui, ici on a une structure de marché qui est repassée haussière. On vient de faire un plus haut sommet. C'est un V-bottom, hein, bien sûr, très agressif et probablement lié à une série de short covering, c'est-à-dire de shorts qui ont fermé, des shorts qui ont été forcés d'être fermés, donc liquidation. Voilà, un petit squeeze des familles. Maintenant qu'on est là, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on voudrait, c'est qu'on ne revienne plus sous les 40, qu'on soit considéré comme acquise du côté des acheteurs et que voilà, que maintenant on s'en éloigne le plus loin possible, le plus vite possible, si possible. Enfin, vite, pas forcément, mais c'est pas gagné en fait. C'est pas gagné. Alors, restons prudents. La bougie d'hier n'est pas une bougie de renversement haussier de type 24 janvier ou 24 février, mais on tient le trading range. Voilà mon point de vue. Une clôture sous le plus bas d'hier, c'est fini. On va à 30 000 minimum. Si le marché redépasse une toute première résistance, 42 000 $, confirmant la bougie d'hier, on remonte à 45 500 et on ira chercher 52. La cible que je visais ici à l'époque, mais je m'étais fait piéger avec ce piège technique aussi. Les gens sont chauds. Les gens sont bullish. On retrouve sur un funding extrêmement positif. On a ce ratio long short qui continue un petit peu à se déverrouiller, un petit peu à crosser, mais c'est franchement très léger en réalité. On avait un pic de spread, ce qui est vrai, hein. Il y a eu beaucoup d'ordres à mon avis qui ont été positionnés ici. Il y a beaucoup de personnes qui sont entre guillemets piégées, des gros portefeuilles qui sont piégés pour essayer d'accélérer ce break par rapport à ces précédents lows ici. Ils n'ont pas réussi, se sont fait reprendre par les market makers, par les échangeurs, par les gros portefeuilles, des baleines qui se battent contre des baleines, mais les gens sont trop chauds, les gens sont trop bullish. Vous avez des remontées de 1000, 1500 $, les gens appuient très très fort sur les leviers d'achat et ça repart pour un tour. Dès lors, on ne peut pas malheureusement initier de façon rationnelle un énorme short squeeze ou une énorme explosion. Je me suis un petit peu trop peut-être avancé par rapport à mes vignettes d'hier. J'étais convaincu, même si aucune certitude bien évidemment, qu'on aurait une remontée ou qu'on aurait un rebond technique et je voulais absolument voir des personnes dans le déni, des personnes qui étaient en train de shorter debout sur la table à plusieurs et malheureusement c'est exactement le contraire qui est en train de se passer. Voilà, comme ça on agit en fonction de ce que l'on voit et non pas en fonction de ce que l'on croit. J'ai fini pour Bitcoin rapidement, Ethereum, qui a la même charte que Bitcoin, pardon. Donc on a essayé de breaker le range au sud, ça a été fait un dimanche, donc réintégration oui, en semaine, ce qui montre que le range n'est pas cassé, on est toujours dedans. Pardon, on a réintégré. Même divergence de momentum qui se montre. Au niveau du volume, c'est la même chose. Et je vous montre. Et c'est exactement pareil. Hop, volume vendeur qui diminue, volume acheteur qui augmente, donc l'intérêt acheteur qui revient pendant que le volume vendeur est en train de diminuer. Donc l'intérêt vendeur qui diminue et l'intérêt acheteur qui augmente, c'est hyper bon signe. Toujours aucune pattern de retournement weekly ici, donc la nouvelle pattern potentielle devient ici. Si semaine prochaine on fait ça très bien, il y aura une pattern de retournement. Pour l'instant ce n'est pas encore le cas, il faut être patient. Et je pense que cette pattern pourrait vraiment être un bon élément déclencheur pour redonner quelque chose de bullish à Ethereum et poursuivre donc sa dynamique haussière qu'il essaye d'instaurer en weekly et donc pour se faire venir casser les 3500 $, chose qu'on n'arrive pas encore à casser pour l'instant. Pas grand chose d'autre à dire sur Ether, rapidement Ethereum BTC qui continue de consolider suite à cette divergence de momentum ici. Rappelez-vous, on avait identifié la zone de combat, on est parfaitement dedans.
Si ça casse au sud, Ether deviendra plus faible que Bitcoin. Et donc à ce moment-là, Bitcoin progressera plus. Et c'est une bonne chose. Généralement, Bitcoin qui est fort, ça facilite en gros le marché crypto à rester fort. Un Bitcoin qui est faible, c'est un marché crypto qui est faible. La volatilité sur Bitcoin quasi au plus bas depuis 1,5 ans sur le BTC Realized Volatility. Donc on va voir là aussi ce que ça pourrait donner. Mais plus on contracte comme c'est le cas actuellement, et on verra ça dans un instant sur l'analyse technique, plus effectivement la sortie va être violente. Alors on n'a pas encore la direction de marché puisque ça sera que lorsqu'on imprimera une très grosse bougie de plusieurs milliers voire 5-10 000 $ dans une direction ou dans l'autre que là vraiment on pourra se dire bon il n'y a plus de doute possible, mais jusqu'à présent en tout cas on continue de compresser, ça devient de plus en plus resserré, on le voit très nettement depuis quelques semaines. Qu'est-ce qui est en train de se passer avec le Doge? C'est assez hallucinant. Et c'est bien sûr à cause de Monsieur Dogecoin, c'est à cause de Elon Musk. Elon Musk, c'est bon, vient de racheter Twitter. Elon Musk a racheté Twitter, l'offre d'Elon Musk a été acceptée par le board de Twitter, le conseil d'administration, ce qui n'était pas gagné, où il avait déjà commencé par acheter 9% de Twitter, ensuite le board lui a proposé une place au conseil d'administration, qu'il a refusé parce qu'il allait être limité si avec sa place dans le conseil d'administration, il pouvait pas acheter plus de 14 ou 15% de Twitter. Finalement, il y a eu une bataille, il a décidé de racheter tout Twitter, le board était contre, ils ont fait plein de manifs, plein de choses pour éviter que Elon Musk ne rachète Twitter et finalement ils ont cédé. Ils ont cédé à la pression des investisseurs et au final, s'ils avaient refusé, il faut savoir que les investisseurs auraient pu porter plainte contre eux parce que en fait, c'est dans leur rôle, le board d'accepter une offre qui est vraiment supérieure au cours actuel de Twitter, en tout cas qui était supérieur au cours de Twitter quand Elon Musk a commencé à racheter. Et même quand il a annoncé. Donc c'est quoi l'impact? C'est quoi l'impact de ça? Elon Musk, on le sait. On le sait, c'est un fan du Dogecoin, c'est un fan de Ethereum, c'est un fan de Bitcoin, mais principalement le Dogecoin. Il avait même tweeté en rigolant que Twitter pourrait accepter le Dogecoin. Donc il peut se passer plein de choses, entre le marché réagit vraiment très très bien à cette news pour le Dogecoin. Est-ce que Elon Musk va vraiment contrôler Twitter et tuer la liberté d'expression? Et en fait, lui, c'est ce qu'il dit. Il dit, et très très important, je vais vous le traduire en français, la liberté d'expression est le fondement d'une démocratie qui fonctionne. Twitter est la place publique numérique où sont débattues des questions vitales pour l'avenir de l'humanité. D'accord, donc déjà, cette phrase, elle est très importante. Je veux également rendre Twitter meilleur que jamais en améliorant le produit avec de nouvelles fonctionnalités, en rendant les algorithmes open source pour accroître la confiance, en vainquant les spams et en authentifiant tous les humains. Très, très intéressant, très important. Twitter a un énorme potentiel. J'ai hâte de travailler avec l'entreprise et la communauté des utilisateurs pour le débloquer. Donc, on est vraiment dans une logique de liberté d'expression, etc. Bien sûr que derrière, Elon Musk reste un chef d'entreprise, reste un businessman, d'accord? C'est pas non plus, Mère Teresa, mais on peut être un businessman et apporter de la valeur, et c'est un peu le principe. Et c'est ce qu'il dit. Il dit dans un tweet lundi, j'espère que même mes pires critiques, ici, j'espère que même mes pires critiques restent sur Twitter parce que cela signifie la liberté d'expression. Coindesk qui mettait en avant que Fabio Panetta de la Banque Centrale Européenne a taxé tout simplement les actifs numériques d'actifs spéculatifs pouvant causer des dommages majeurs à la société et a suggéré qu'ils pourraient être taxés plus lourdement. Donc clairement en ce moment il ferait mieux de s'occuper un peu de l'inflation et la Banque Centrale Européenne qui n'a toujours pas bougé, la BCE, par rapport à l'inflation et à l'euro qui est en train littéralement de se faire éclater contre le dollar. Puisque la première plateforme d'échange au monde a plusieurs fois fait les gros titres cette semaine et pas toujours pour les bonnes raisons. En effet, dans le cadre du conflit entre la Russie et l'Ukraine, l'Union européenne a imposé une 5e vague de restrictions financières à la Russie. Et pour se conformer à celle-ci, Binance a annoncé qu'elle bloquerait, ou du moins qu'elle restreindrait les comptes de certains utilisateurs russes. Alors concrètement, qui sont concernés par ces limitations imposées par Binance ? Première condition, ce sont les personnes physiques résidentes en Russie ou alors les ressortissants russes résidant à l'étranger. Deuxième condition, ce sont les comptes détenant plus de 10 000 € sur la plateforme. Autrement dit, en deçà des 10 000 €, les utilisateurs ne sont pas concernés. Et donc le communiqué officiel de Binance explicite clairement que les utilisateurs concernés ne pourront plus accéder à leur portefeuille spot
à leur portefeuille futur, c'est-à-dire les produits dérivés, les contrats à terme, etc. Mais également à tout ce qui est staking, earning, donc bref, toutes les fonctionnalités disponibles sur la plateforme leur seront interdites désormais. Évidemment, cette annonce de Binance a été très mal reçue et vue d'un mauvais œil par la crypto-communauté. C'est un débat qui dure depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Les plateformes d'échange centralisées doivent-elles restreindre des comptes d'utilisateurs russes pour se plier aux sanctions financières imposées par l'Union européenne? En effet, pour rappel, le vice-premier ministre ukrainien avait fait appel aux exchanges en leur demandant de bloquer des comptes d'utilisateurs russes, une demande qui avait été soutenue par les États-Unis, qui avait également demandé aux plateformes d'échange d'empêcher les Russes de pouvoir exploiter les crypto-monnaies pour échapper justement aux sanctions financières imposées par les États-Unis mais également par l'Union européenne. Et ce qui est assez étonnant, c'est que le 28 février dernier, Binance répondait par un refus ferme de bloquer les comptes d'utilisateurs sous prétexte que certains individus innocents pourraient être impactés par de telles restrictions. Et pourtant, à peine un mois plus tard, Binance fait volte-face et revient sur ses propos. On passe maintenant de Binance qui continue sa stratégie qui vise à être le plus compliant possible avec les États à travers le monde. Et en tant que plateforme numéro 1 dans le monde des exchanges de crypto, c'est tout à fait normal qu'ils essayent de prendre de l'avance. Et maintenant, ils s'attaquent fortement à la France depuis quelques mois. Et ils cherchent ainsi à obtenir leur PSAN. La société Binance avait d'ailleurs recruté Stéphanie Cabozzuras au poste de directrice juridique de Binance. Et pour rappel, Stéphanie Cabozzuras est l'ancienne directrice adjointe des affaires juridiques pour l'autorité des marchés de régulation financier en France. Donc quoi de mieux pour gérer la régulation que l'ancienne directrice qui crée justement ces mêmes régulations. Et son recrutement va permettre d'essayer d'obtenir le sésame, à savoir le PSAN. L'entreprise a également déclaré qu'elle comptait investir plus de 100 millions d'euros en France. Et Binance continue de recruter massivement également en France. Voilà. Et à titre perso, je trouve que la stratégie est super intelligente. Ils l'utilisent pas simplement en France. Et c'est aussi pour ça qu'ils veulent être avant-gardistes, parce que ça permet tout simplement de recruter en premier les anciens des régulateurs. Et quoi de mieux pour travailler à être compliant avec la régulation que les anciennes personnes qui créaient ou qui travaillaient elles-mêmes donc sur la régulation. Et maintenant, si Binance s'avance rapidement sur ce marché-là et utilise cette stratégie-là, les autres exchanges ne pourront pas le faire parce que vous imaginez bien qu'il n'y a pas un nombre illimité d'employés qui travaillaient dans les autorités de régulation et qui veut maintenant travailler pour les exchanges de crypto. Donc littéralement, c'est premier arrivé, premier servi. On avait Ali Charts qui mettait en avant que les whales, notamment les adresses qui détiennent 10 000 à 100 000 bitcoins, ont continué d'augmenter tout simplement la détention qu'elles font de BTC à hauteur de plus 2% ces derniers jours. Donc pendant que les petits vendent à chaque micro-mouvement de marché, les très gros portefeuilles au long terme continuent tout simplement d'accumuler. On va maintenant parler du Bitcoin qui vient d'être accepté comme monnaie légale dans la République centrafricaine. Il faut noter également que par le passé, ils avaient déjà accepté le Bitcoin une première fois pour ensuite faire marche arrière et ils viennent de revenir à nouveau donc sur la légalisation et l'utilisation de Bitcoin comme monnaie légale. Et ils se calquent maintenant sur le modèle du Salvador qui avait fait la même chose en septembre 2021. C'est vraiment une excellente nouvelle car elle permet de marquer donc d'une pierre blanche un nouveau pas vers l'avancement et vers la démocratisation du Bitcoin. Et donc les citoyens centrafricains pourront payer leurs impôts, mais également utiliser le Bitcoin comme monnaie légale partout dans le pays. Malgré les différents conflits qui se passent en Centrafrique, le pays compte à l'heure actuelle plus de 5 millions d'habitants et est arrivé à la pointe de la technologie, donc en termes d'adoption de la crypto. D'ailleurs, cette nouvelle avait été révélée par le compte Twitter WatcherGuru, qui lui-même faisait suite aux déclarations du ministère de l'économie numérique, à savoir Gurna Zako. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.